Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Crédit Agricole? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo aussi en se basant sur des éléments quantitatifs, d'accord? Donc, on va se limiter ici aux états financiers. Donc, si vous voulez investir dans cette entreprise-ci, vous devez absolument lire les rapports financiers. Alors, je vous ai toujours dit sur cette chaîne de ne jamais vous limiter aux éléments quantitatifs pour prendre votre décision d'achat. Les éléments quantitatifs, déjà, c'est une porte d'entrée. Ça vous permet de voir rapidement est-ce que l'entreprise pourrait représenter une opportunité d'investissement. Mais avant d'investir dans une compagnie, il faut lire les éléments également qualitatifs que vous allez retrouver dans les rapports financiers au complet. C'est important pour toutes les entreprises et c'est encore plus important pour les banques. Parce que dans les compagnies bancaires, il faut apprécier le risque de liquidité, le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt. Et si vous vous limitez uniquement aux éléments quantitatifs pour pouvoir apprécier cela, je pense que vous êtes en train de faire une erreur monumentale. C'est très important. Les banques, c'est très déterminant. D'accord? Donc, la première chose qu'on va regarder ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Vous remarquez ici qu'on a des revenus croissants sur les dernières années, donc à partir de 2013, donc sur les 8 dernières années. Donc en général, voilà, on a une certaine stabilité en général, mais j'aime bien ce que je vois ici. Donc ça, c'est un checkmark. Ensuite, au niveau des marges nettes normalisées, je passe rapidement parce qu'une banque ici, la marge brute, ça ne sert à rien du tout. On passe directement aux marges nettes. Donc ici, au niveau des marges nettes normalisées, donc on se rend compte ici que voilà, il y a un gros trou d'air à ce niveau-ci. Gardez bien en tête cette date-ci, 2017 et 2012, entre 2017 et 2012, regardez bien. Vous imaginez que la crise de subprime est passée par là. Et avant la crise de subprime, on avait des marges aux alentours de 22%. D'accord? Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des marges de 5% quelques années plus tard. Donc, faites très attention aux éléments quantitatifs quand vous lisez les rapports financiers d'une entreprise. D'accord? Il n'y a pas que les éléments quantitatifs, il y a surtout les éléments qualitatifs. Donc, par exemple, si je prête de l'argent au secteur immobilier en Chine, d'accord? Au niveau des éléments quantitatifs, vous allez vous limiter aux prêts performants par rapport au total des prêts. Mais au niveau des éléments qualitatifs, vous devez vous poser la question, quel est le risque d'investir en Chine? Ce genre de choses-là. Donc, vous ne pouvez pas apprécier totalement le risque d'investissement dans une entreprise bancaire si vous ne lisez pas les rapports financiers. D'accord? Donc, ici, on se rend compte que voilà, en date d'aujourd'hui, on a près de 17% de marge bénéficiaire. Au niveau des marges nettes, ici, c'est parfait, c'est correct, c'est un checkmark. D'accord? Mais ne laissez pas cette partie-ci sans réponse. Donc, maintenant, comment apprécier de manière, enfin, pas de manière générale, mais comment avoir une première appréciation du risque d'une entreprise? Il y a ce qu'on appelle ici un ratio qu'on appelle le Tier 1 Capital Ratio. Donc, le Tier 1 Capital Ratio, c'est simple. Ça veut simplement, déjà premièrement, c'est une mesure réglementaire dont toutes les banques, d'accord, doivent avoir au moins minimum 8,5% de leurs actifs extrêmement liquides par rapport aux actifs à risque total. Donc, voilà ce que ça veut dire simplement. Donc, pour chaque $100 de prêt, je dois avoir $8 en cash, donc $8 en liquidité, donc des actifs extrêmement liquides. D'accord? Donc, pour chaque $100 de cash, de prêt, je dois toujours avoir un $8 minimum en actifs extrêmement liquides. C'est juste ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de $8, de 8%, c'est parfait. Donc, en date d'aujourd'hui, en moyenne, ici, en Europe, je pense que la moyenne est, voilà, je pense que Crédit Agricole, généralement, se situe au-dessus de la moyenne. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Donc, tout ce qui est supérieur à 10, moi, je dirais, de manière générale, c'est une bonne chose, d'accord, par rapport à ce ratio-ci. Mais creusez un tout petit peu ce ratio-ci. Je vous mets également en lien des documents venant de la Banque Centrale Européenne, où vous pourrez également apprécier ce Tier 1 Capital Ratio par rapport à l'ensemble des pays européens. Donc, il ne suffit juste pas de dire que Crédit Agricole, c'est une compagnie française, mais la majorité de son marché est en France, mais également elle évolue dans d'autres pays, donc en général en Europe, mais il faut évidemment poser la question, est-ce que nous l'avons ici en Amérique du Nord ou bien est-ce que nous l'avons également en Asie? Donc, dans tous les cas de figure, tout ce qui est au-dessus, donc au niveau de ce Tier 1 Capital Ratio, tout ce qui est au-dessus de 10%, c'est déjà parfait. Et je vous ai expliqué pourquoi. Ça veut juste dire que c'est pour chaque $100 de prêt, d'accord, et vous avez $13 en actifs liquides. Donc, je parle en dollars, c'est une habitude. Donc, vous pouvez mettre également en euros, ça reste la même chose. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, c'est $13 ou bien 13 € en actifs liquides, extrêmement liquides. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici parce que la moyenne doit être au-dessus de 8 minimum. Donc, ça, c'est un checkmark. Maintenant, alors, tout ceci est beau. Mais une banque en général, dépendamment de la nature même de la banque, parce qu'il y a plusieurs types de banques. Vous avez les banques d'affaires, des banques commerciales et les banques d'investissement. Chaque banque est spécifique.
D'accord? Donc, de manière générale, la banque, son travail, c'est de prêter de l'argent et se rémunérer par rapport au risque qu'elle prend dans ces prêts-là, dépendamment des taux d'intérêt également. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà un ratio aussi, c'est ce qu'on appelle ça s'appelle non-performing loan en pourcentage de total loan. Ça veut dire que les prêts non performants par rapport au total des prêts. Donc, ce ratio-là doit être le plus bas possible et toujours le comparer par rapport à la moyenne générale. La moyenne générale en Europe en date d'aujourd'hui, c'est près de 2%. Donc, on va se dire que Crédit Agricole se situe au niveau de la moyenne générale en Europe. Vous remarquez ici que ça peut sembler anodin, un petit 6%. Mais ce 6% de 1000 milliards, ça représente 60 milliards quand même. Et ce 6%-là d'actifs non performants, donc de prêts non performants, peut clairement bousiller toute une entreprise bancaire. Pourquoi? Parce que la valeur d'une entreprise dépend du total de ses actifs tangibles par action. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, on est à 2%. La moyenne en Europe est de 2%. C'est tout à fait correct. Donc, on va se dire que Crédit Agricole se situe au niveau de la moyenne. On aime ça. Également, j'aime bien voir ce ratio-là diminuer avec le temps. D'accord? Il faut qu'il soit diminué, qu'il diminue avec le temps, peut-être même plus bas que ça. Donc, tant que ça diminue, c'est une bonne chose. Ça nous donne déjà une indication générale par rapport à la stratégie de prêt à long terme. Donc, on voit ici que c'est une entreprise qui prend la peine de bien sélectionner les personnes à qui elle va prêter de l'argent. D'accord? Donc, pour le moment, ça va. Ça, c'est un checkmark. Ensuite, sachant que les prêts non performants, au cas où ils ne sont pas repayés, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise sera obligée de prendre une charge extraordinaire. Et si elle prend une charge extraordinaire, ça va détruire votre équité. Donc, ça pourrait probablement réduire la valeur des actifs tangibles par action. D'accord? Donc, alors, vous allez remarquer ici que entre 2007 et 2011, on a presque 50%. Donc, une hausse vertigineuse. Ça a doublé. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à partir de cette année, on faisait des mauvais prêts? Non, ça veut juste dire que les prêts qu'on a octroyés à partir de cette période-ci, ça c'est la période des subprimes, vous remarquez que c'est à partir de cette période, c'est à partir de, voilà, 2008, 2009, 2010, 2011 qu'on a véritablement senti que ces prêts-là ne pouvaient pas être remboursés. Or, l'argent avait déjà été octroyé. Et qu'est-ce qui se passe? L'entreprise va prendre des charges extraordinaires parce que 50% des prêts qu'elle a octroyés, enfin, c'est pas 50% des prêts, attention. Donc, les prêts octroyés ici, qui représentent à peu près 6% des prêts, de l'ensemble des prêts, donc les prêts non performants, représentent 50% de l'équité totale. D'accord? Donc, pour chaque $100 d'actifs tangibles par action, il y a un $50 qui est à risque. Ce n'est pas une bonne information. Donc, ce n'est pas que c'est pas que ce n'est pas une bonne information qui pourrait mettre en danger l'entreprise en général. Non, ça veut juste dire qu'en investissant dans cette compagnie-ci, si les actifs tangibles par action sont de $100 et que le risque des prêts non performants est à peu près représente 50% des actifs tangibles, alors en réalité, vos actifs tangibles par action sont de $50. En réalité, 50% de $100, c'est $50. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que je parle beaucoup d'actifs tangibles par action? C'est parce qu'en fait, la valeur de l'entreprise dépend de sa capacité à pouvoir maintenir premièrement les actifs tangibles par action et à les faire croître dans le temps. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de volume? En date d'aujourd'hui, l'entreprise cote aux alentours de 9 €. D'accord? Les actifs tangibles par action sont aux alentours de 16 €. Donc, c'est-à-dire que normalement, l'entreprise a l'habitude de s'échanger. Donc, la ligne blanche ici, c'est les actifs tangibles libres par rapport. C'est le ratio du prix sur les actifs tangibles par action. J'ai toujours l'habitude de dire actifs tangibles libres. Donc, excusez-moi un tout petit peu. Donc, ça représente ici les actifs tangibles par action. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la ligne verte ici a tendance, sur les dernières années, donc en prenant ici, a tendance à augmenter ou à peu près rester stable. Vous remarquez également qu'en 2008, on avait des actifs tangibles par action aux alentours des $15. Et entre 2008 et 2014, ces actifs tangibles-là ont fondu. Donc, on est quitté de à peu près $14 ici à $10. Donc, pourquoi est-ce que ça a varié? La réponse est là. Les prêts non performants représentait presque 50% de l'équité. Et tout argent qui n'est pas remboursé entraîne une charge supplémentaire. Et toute charge supplémentaire baisse l'équité en général, donc baisse les actifs tangibles par action. Donc, vous remarquez également ce ratio-ci, vous remarquez, on a 6% ici. Donc,
le 6% ici, ça peut sembler anodin, mais 6% a détruit à peu près, voilà, on va se dire à peu près, pas 50%, mais à peu près 40% de la valeur tangible par action de cette entreprise. Donc, il faut faire très attention aux risques de crédit. Donc, il faut faire très attention également aux actifs non performants. Donc, en termes de ratio, en date d'aujourd'hui, c'est une compagnie bancaire, donc elle a l'habitude de s'échanger aux alentours de la valeur de ses actifs tangibles par action. N'achetez jamais une banque au-dessus de ses actifs tangibles par action. Jamais, 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 jamais. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, pour valoriser une banque, généralement, prenez juste les actifs tangibles par action et comparer par rapport au prix et vous avez la valeur de l'entreprise. Mais maintenant, il faut poser la question, est-ce que ces actifs tangibles par action sont stables ou croissants dans le temps, ou bien seront stables ou croissants dans le temps? Vous remarquez déjà ici que, généralement, une banque bien gérée, vous allez voir une ligne droite. Je dis bien une ligne droite. Regardez peut-être BNP, vous allez voir que c'est une ligne droite. Vous allez regarder JP Morgan, les actifs tangibles par action sont croissants année après année. Donc, et quand vous regardez les actifs tangibles par action de Crédit Agricole, vous remarquez que bon, c'est pas trop ça, mais dans les dernières années, on essaye de se rattraper. Donc peut-être que maintenant le management est plus consciencieux. C'est pour ça que le management est très très important. D'accord? En général, dans toutes les entreprises, le management est déterminant. Et c'est encore plus vrai dans les compagnies bancaires. Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si je devais acheter cette entreprise, je n'aurais jamais l'acheter au-dessus de 16 € l'action. Et encore, au-dessus de 16 € l'action, prenez également en considération le risque de charge supplémentaire, de charge additionnelle liée aux actifs non performants. Actuellement, on est à 16% de l'équité. D'accord? Ça veut dire que en date d'aujourd'hui, l'entreprise, par rapport à ses actifs tangibles par action, c'est 16 € l'action. Mais si on enlève 16%, d'accord, des actifs non performants, donc qui représentent les prêts non performants en date d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ces prêts ne seront pas remboursés, d'accord, mais on se protège. Ça revient à dire que en date d'aujourd'hui, au lieu de l'acheter à 16 €, on va juste l'acheter à 84% de 16 €, ça représente 13,44 €. Ça veut dire que pour moi, la valeur de l'entreprise ici, donc la valeur de l'entreprise, 16 € multiplié par, on a ce prix-ci ici, donc le 16% ici, donc 16% moins 16, ça revient ici à 100, moins 16, d'accord, ça revient ici à 13,44 €. Ça serait la valeur en date d'aujourd'hui en prenant en considération les actifs, les prêts non performants par rapport à l'équité. Donc, en date d'aujourd'hui, la valeur de cette entreprise est de 13,44 €. Ne vous fiez pas uniquement aux actifs tangibles par action, sans prendre en considération le risque, d'accord? Parce que, comme je vous l'ai mentionné dans le passé, ça varie également. Ça varie énormément. Et une banque, on l'achète normalement à pas plus que ces actifs tangibles par action. Pas plus que ça. Vu qu'ils sont à 16 ici et qu'il y a à 16 € l'action et qu'il y a un risque lié aux actifs non performants aux alentours de 16% d'équité totale, d'accord? Ça représente ici, quand on enlève ce 16% là pour se protéger, on peut ici dire de manière à peu près, voilà, on va se dire que si on est conservateur, ici l'entreprise vaut 13,44 € en date d'aujourd'hui. Donc, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement au prix actuel. Et encore, il y a un ratio que je aimerais prendre en considération également, c'est le return on equity, déterminant pour les compagnies financières. Je veux dire que ce n'est pas un ratio que j'utilise généralement pour les autres compagnies, donc manufacturières, les compagnies de software, mais banque, assurance, déterminant. Je dis bien déterminant. Il faut chercher un ratio au niveau minimum de 10% en montant. Mais attention, comparez-le également par rapport à la région. Si c'est une banque qui est liée, si c'est une banque qui exerce en majorité dans le secteur de la région européenne, donc comparez son return on equity par rapport au return on equity de l'ensemble des banques dans le secteur. Donc généralement, une banque bien gérée sera aux alentours de 10%. 5%, ce n'est pas mal. Vous voyez qu'on se rapproche du 10% ici, donc ce n'est pas mal. Ça veut dire que le management est consciencieux. Ça donne une bonne information par rapport au management. Vous remarquez que quand tout allait bien en 2007-2008, voilà, tout le monde pensait qu'on était à 14%. Or, 14%, ça ne prenait pas en considération le risque. D'accord? Et le risque, généralement, il apparaît bien des années après. Si vous prêtez de l'argent dans un secteur d'activité, ce n'est pas maintenant que tout va se casser la gueule. Mais il faut déjà se poser les bonnes questions avant même que la situation ne se produise. Donc, vous remarquez ici que pendant quelques années, il était en berne, mais depuis à peu près, on va se dire 10 ans, il essaie de remonter. Il est à peu près correct en date d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça veut dire que ces 10%-ci augmentent. En fait,
quand vous avez 10% de return on equity, ça veut dire que votre équité totale augmente de 10% chaque année. Ça veut dire que si on va de façon très simple, hein, mais ce n'est pas exactement ça, mais de façon très simple, vos actifs tangibles par action augmentent également de 10% en moyenne. Ce qui veut dire que si on a 10 euros d'actifs tangibles par action ici aujourd'hui et qu'on a la certitude d'avoir au moins 10% de return on equity sur les 5 prochaines années, ça reviendra à augmenter ici les actifs tangibles par action de 1,6. Donc ça représenterait 16 euros dans 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à peu près c'est comme ça qu'on évalue à peu près voilà, la qualité de la croissance même des actifs tangibles par action. D'accord? Donc, de manière générale ici, toujours mettre le return on equity, d'accord? Et vérifier à peu près un return on equity aux alentours de 10%. C'est le minimum qu'on recherche sur les compagnies de qualité, mais toujours le mettre en relation par rapport à son segment d'activité, à son secteur d'activité, à la géographie d'opération. Donc, je suis un tout petit peu plus long parce que voilà, vous allez remarquer que quand on parle de compagnie immobilière, compagnie financière, je prends vraiment la peine d'essayer de vous donner le maximum d'informations. Ça peut sembler ennuyant parce que la plupart des gens se limitent aux dividendes. S'il vous plaît, une entreprise, le dividende, c'est bien, mais la capacité de pouvoir payer ce dividende-là dans le temps, c'est mieux. Et pour pouvoir l'évaluer, il faut regarder le risque lié à tout investissement dans cette entreprise. Si c'est une banque, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de taux d'intérêt. Tout le temps, j'entends les gens dire « Ouais, vu que les taux d'intérêt vont augmenter, c'est bien pour les banques. » Oui, c'est bien pour les banques, c'est vrai. Mais jusqu'à quel niveau? Comment est-ce que vous allez pouvoir apprécier le risque si vous limitez juste à ce... Voilà, je ne dirais pas que c'est une hypothèse, mais à ce narratif-là. Il faut aller plus loin que ça. Il faut évaluer la qualité des prêts. C'est très important. Donc, le dividende ici, voilà, il est safe. Il est aux alentours, je pense, voilà, de 1 euro par là, si je ne me trompe pas. Il est aux alentours des 1 euro. Donc, c'est pas parce que je vais voir un dividende de 8,60% que je vais dire, waouh, je vais y investir. Si je vous disais même qu'actuellement, ça me fait mal de savoir que cette entreprise paye ce montant-là en termes de dividendes. Je pense qu'elle aurait dû conserver ce dividende-là ou bien racheter les actions ou bien payer même la moitié. D'accord? Pour pouvoir renforcer ses actifs tangibles par action. D'accord? On va se dire aujourd'hui que, en date d'aujourd'hui, Crédit Agricole pourrait représenter une opportunité d'investissement, mais tout dépendra du risque, la qualité du crédit. D'accord? Donc, il faut lire les rapports financiers, c'est très important. Donc, Crédit Agricole, bonne compagnie, d'accord? Le prix actuel semble attrayant. Est-ce que moi, je vais l'acheter? Non, pas du tout. Je ne me sens pas à l'aise de posséder des banques. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de travail. Ça me dérange d'avoir des banques en portefeuille parce que je sais que le management est déterminant. Il faut vraiment que je prenne la peine d'étudier l'entreprise au complet pour pouvoir apprécier la qualité du management. Donc, et en plus de cela, voilà, la croissance des actifs tangibles par action sur les dernières années, elle est intéressante, mais personne ne me dit pas que cette situation-ci, cette baisse-ci va revenir et qu'on va avoir une stagnation pour les prochaines années également. Mais si on prend de manière générale la moyenne ici des actifs tangibles par action aux alentours des 13 euros, donc vous remarquez qu'on se rapproche encore du prix de 13,44 euros que je vous ai donné ici en prenant en considération le risque lié aux actifs non performants par rapport à l'équité. Donc, voilà. Les banques, c'est bien, mais c'est mieux d'investir dans les banques quand vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Si vous vous limitez au narratif du dividende, vous êtes en train de spéculer, ce qui n'est pas mauvais, mais il est bien mais si vous savez que vous spéculez, c'est la chose la plus importante. Donc maintenant, ça va se jouer au niveau de la taille, de la position dans le portefeuille. Donc moi, si je sais que je spécule, par exemple, et ça m'arrive parfois, d'accord? C'est pas toutes les entreprises, on va lire les rapports financiers, etc. Parfois, je peux me limiter aux éléments quantitatifs, mais je le fais très rarement. Je veux dire que je vais peut-être me limiter aux éléments quantitatifs et je vais le prendre pas plus que 1% de mon portefeuille. Ça veut dire que si tout se passe mal, bon, pas grave, je perdrai 1% de mon portefeuille parce que je sais que je spécule. Mais quand je prends la peine d'étudier une entreprise, par exemple, présentement, je détiens du Facebook. Ça ne me dérange pas d'avoir plus de 5% de mon capital sur Facebook. Je dors tranquille. Tout ce que les gens disent à côté, c'est pas grave, je comprends, d'accord? Mais je dors tranquille. Parce que je sais, moi j'ai un avis totalement contraire. D'accord? Il ne faut pas que tout le monde soit d'accord avec vous. Vous pouvez avoir un avis totalement contraire, mais il faut que cet avis-là soit soutenu par des éléments factuels. Je dis bien factuel, ce n'est pas une perception. Quelqu'un va vous dire que j'investis dans Tesla parce qu'ils vont dominer les voitures électriques. Or, il ne se pose pas la question de savoir que
avec le prix actuel, est-ce que les marges seront au niveau des marges de Ferrari ou bien des marges de Toyota? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aller plus loin que ça. Donc, en date d'aujourd'hui, on va couper court. Crédit Agricole représente une opportunité d'investissement. Donc, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vais également vous demander de lire, de prendre en connaissance du document de la Banque Centrale Européenne, qui est un bon document. Il y a énormément de statistiques pour les compagnies bancaires. Donc, vous pouvez également, ça vous permet d'accumuler vos connaissances. Hein. Donc, dans tous les cas de figure, moi, je n'achèterai pas du crédit agricole. Je n'en ai pas besoin. Et le dividende, voilà, je m'en fous un tout petit peu. C'est pas que je n'aime pas les dividendes, mais ça veut juste dire que moi, je suis pas à l'aise à posséder une entreprise pareille. Et ce n'est pas parce que vous allez me donner un 10% ou 8% de dividende que ça va me faire changer d'avis. Non. Donc, on va juste se limiter là, ici, en date d'aujourd'hui. Lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.